Retrouvez votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste. Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de paris hippique sur internet et mobile. Bonjour, je suis Dominique Cordier, vous êtes sur Radio Balance, nous sommes au Cardinal, 5, place de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16e. Vous retrouverez bien évidemment vos chocos, la rubrique Trop animée par Alexandre de Koopman, de Coupe Tuyau si j'arrive à le dire, et Jérémy Lévy, Gigi Turf, et qu'il y a ici en Paris, là j'ai bon. Pour le galop, vous retrouverez Cédric Philippe qui nous a fait le papier. On est maigre au galop avec notamment ces fameux transferts, on en parlera tout à l'heure avec nos invités, vous le comprendrez. On est maigre au galop, mais on a Cédric Philippe de Paris Turf qui nous donnera toutes ses impressions, notamment en ce qui concerne le Z5, c'est dimanche sur l'hippodrome de Dieppe, et oui, il faut s'y faire. Des invités, je vous le disais, on parlera des incendies à la Teste avec notamment Jacques Le Dantec, c'est le président de la Société des courses de la Teste, hippodrome qui a été vidé de tous ses chevaux. Pas Manu Militari, mais en tout cas pour laisser place aux pompiers. Ils étaient 2000 sur site, ils ont en lieu et place des entraîneurs et des chevaux, 2000 pompiers, puisque l'hippodrome avait été réquisitionné pour servir de PC par rapport aux incendies. Donc Jacques Le Dantec sera avec nous, de même que Jacques Pied-Noël. Alors Jacques Pied-Noël, lui, c'est un irréductible, il est resté sur l'hippodrome, contrairement à tout ce qu'on lui conseillait de faire. On entendra également Benjamin Boitez, c'est l'association, le président de l'association nationale des turfistes, qui nous parlera des rapports tronqués, des affaires de jeu et surtout des grands parieurs internationaux. Cela en première partie d'émission pour les chocos, c'est en deuxième partie. Avant toute chose, j'aimerais dédier cette émission à l'un de nos plus éminents confrères. Je parle de Gérard Bermany, décédé mardi à l'âge de 74 ans et inhumé cet après-midi dans le Gers où il vivait retiré depuis une dizaine d'années. Avec Gérard Bermany, c'est toute une page de l'histoire hippique qui se tourne, car à lui seul, ce journaliste qui avait été formé à l'école du sport régional en Île-de-France, passionné de cyclisme et de pétanque et de sport en général, tout d'abord, avant de s'intéresser aux chevaux, mais les chevaux, il avait grandi avec eux, eh bien, ce journaliste formé à l'école du sport régional avait mis le feu au microcosme de l'hippisme au début des années 90, faisant des pages tiercées du Parisien libéré d'abord, d'Aujourd'hui en France ensuite, les plus lues de la population turfiste, devant celle de François, le grand quotidien de l'époque, devant même celle de Paris Turf. Gérard Bermany avait su par son talent, son sens de la polémique, son refus de toute communication naphtalinée et son absence de tabou donner du sens aux courses de chevaux qui, sans lui, n'auraient pas exactement le même goût aujourd'hui. Même s'il avait rangé, contraint et forcé ses stylos au milieu des années 2000, les pages hippiques du Parisien qui lui rendaient hommage ce matin restent un héritage dont il peut être fier. À Radio Balance, nos pensées émues vont aujourd'hui à son épouse Chantal, à ses 2 enfants, Céline et Loïc, et à ses 4 petits-enfants. Et je voulais en parler avec vous, Christian Fabre, alias Gentleman. Vous aussi, vous êtes rangé des voitures, mais personne ne vous a oublié, mon cher Kiki, parce qu'on a travaillé avec Gérard pendant pratiquement une quinzaine d'années. Oui, absolument. C'était un drôle de bonhomme qui avait son franc-parler, qui n'hésitait pas à ruer dans les brancards quand quelque chose ne plaisait pas, que ce soit au milieu hippique ou au milieu de la rédaction. On en sait quelque chose. Et il avait toujours quelque chose à dire, quelque chose à redire. Et même si le papier était excellent, rares étaient ses compliments, parce que c'était avant tout un perfectionniste. C'est sûr que toutes les affaires qu'on a vues passer, on pense à Yannick Alain-Briand qui ce vendredi soir peut redriver sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. On pense à Frédéric Rossi qui a gagné une procédure en appel. On pense au GPI, ces grands parieurs internationaux qui viennent dérégler les rapports payés aux parieurs. Je pense que ces sujets-là n'auraient pas trouvé grâce à ses yeux et qu'on aura entendu parler du pays. Ah oui, absolument. Il serait rentré dedans comme il savait le faire, avec ses mots, avec son franc-parler. Et je pense que il aurait mis un coup de pied dans la fourmilière comme il savait si bien le faire. Et avec sa signature, personne ne l'a oublié. C'est un monsieur qui signait, sur la fin de sa carrière, il signait Gérard Bermany ou GB, mais au début de sa carrière, il signait Abati. Et personne n'a jamais su pourquoi il signait Abati. Certes, il y a une vieille expression française qui dit numéro de tes abattis, mais il signait Abati, A-B-A-T-I, sans que personne ne sache d'où venait ce pseudonyme. Ouais, absolument. C'était tout à fait lui.
Joueur de course également, propriétaire, il avait eu des chevaux, il croisait avec les étalons, je me souviens d'Andarifan pour Jean-Pierre Dubois, qu'on salue, et grand turfiste devant l'Éternel parce qu'il n'avait pas son pareil pour d'abord repérer des bisus, les chevaux sur les champs de course où il se rendait souvent, mais également pour faire le papier en lisant son turf. Oui, absolument. Et puis, il avait gardé ce côté sportif parce qu'il était avant tout passionné par beaucoup de sports, que ce soit le rugby, la pétanque, le vélo et les chevaux, bien entendu. Et cette âme de sportif, il savait le retranscrire également dans ses papiers, même s'il était de temps en temps un petit peu virulent dans ses papiers. On sentait bien que c'était avant tout un passionné de son métier. Ah, c'était souvent de la plume. La plume était féroce et il n'avait rien d'invalé. Voilà qui est dit. Merci Christian Fabre. Vous savez qu'on est au Cardinal, hein, vous êtes sur Maison Lafitte ou le Ménil-le-Roi. Venez nous boire un verre d'eau avec nous le vendredi soir quand vous passez par là. J'y manquerai pas. S'il y a un peu de Perrier Petite Ville, je viendrai. Ici c'est la Châteldon. Voilà. Donc voilà. Bon, merci. Voilà. Merci mon Kiki. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Allez, maintenant on va attaquer, on va aller rejoindre Jacques Le Dantec, Jacques Pied-Noël et Benjamin Boitez pour parler des sujets qui fâchent. Allez, place à l'événement avec cette semaine, vous l'avez su, les incendies à Landiras et à la Teste de Buch ont contraint la société de course de la Teste à annuler tout simplement sa réunion dominicale. Elle aurait dû avoir lieu ce dimanche. Finalement, la réunion aura lieu lundi sur les Pommes de Tarbes. On vous en parlera tout à l'heure, notamment avec Cédric Philippe. En attendant, le plus grave, c'est que l'hippodrome, le centre d'entraînement de la Teste de Buch a été totalement évacué. Dans quelques instants, on entendra Jacques Pied-Noël. En attendant, nous sommes avec vous, président. Vous êtes Jacques Le Dantec, le président de l'hippodrome de la Teste. On vous a déjà entendu sur Radio Balance pour un autre sujet, car vous êtes également président de l'association des permis d'entraîner. Mais ça, cette évacuation, c'est une première et c'est une sacrée tuile qui vous est tombée sur la tête. Oui, effectivement, on pouvait difficilement s'attendre à un tel cataclysme, parce que c'est un cataclysme. Alors, si vous voulez, je me suis contenté d'informer les entraîneurs qu'effectivement, les feux étaient très proches et qu'on risquait d'avoir des nuages de fumée toxiques. Bien, on ne pouvait pas s'attendre quand même à ce que le danger soit au-delà des fumées toxiques. Et le danger a été le danger d'incendie, puisque pendant 2 jours, nous avons cru que l'incendie qui est en face de l'hippodrome allait traverser la route. Il y avait vous étiez à combien de kilomètres des foyers précisément ? Le foyer était à 1 kilomètre, au mieux, au plus près de nous, le foyer était à 1 kilomètre. D'accord. Donc voilà, un foyer qui était difficile à maîtriser parce qu'on avait des vents défavorables. Moi, je suis resté dormir pendant 2 nuits là-bas parce que, si vous voulez, j'ai cru, honnêtement, j'ai quand même cru, et les pompiers aussi ont eu très très peur. Bon, il y a eu un travail extraordinaire de génie civil pour faire des pare-feux à la hâte, d'abattre des arbres, etc., pour que ça ne traverse pas la route. Chacun a vu les images à la télévision, hein, on a vu voilà, ces bandes, si ça avait traversé la route, formées à coups de bulldozer, voilà, à coups de bulldozer, etc. pratiquement. Voilà. Donc, si ça avait traversé la route, c'était fini pour nous. Donc, ce qui s'était passé, c'est que les entraîneurs, je leur avais demandé d'anticiper, alors que la zone n'était pas encore évacuée au sens, j'allais dire, des autorités. Les entraîneurs sont partis. Il y en a qui ont voulu rester en disant, mais on n'a pas de risque. Je respecte le choix de tous. Hein. Je ne suis pas là pour forcer les gens. Je ne suis pas une force de gendarmerie. Je suis une force d'information, en tant que président. Moi, j'ai pensé qu'il était bon de partir, parce que si ça s'était mal passé, évacuer 15 chevaux qui restent, c'est pas gênant. Évacuer 387 chevaux, qui était le nombre de chevaux ce jour-là, ça aurait été une panique monumentale. Donc, c'est-à-dire que vous avez anticipé les recommandations préfectorales, si j'ai bien compris. Voilà, je me suis basé sur les recommandations, non seulement préfectorales, mais surtout celles des pompiers, parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que notre hippodrome est, si vous voulez, la base arrière de tout le commandement. C'est-à-dire que nous avons l'hippodrome qui a été investi
qui a été réquisitionné pour d'abord la base du PC et deuxièmement pour aussi nourrir. C'est un PC ravitaillement. Si vous voulez, donc on a tous les jours à peu près entre 500 et 1000 sapeurs-pompiers qui se reposent, qui viennent prendre le petit déjeuner, manger entre deux opérations, se rafraîchir. Donc, si vous voulez, l'hippodrome là est entièrement pris par, si vous voulez, la logistique des sapeurs-pompiers. Donc, et de la police. donc dès ce moment-là, dès lundi, mardi, vous savez que parce que votre hippodrome est réquisitionné par les forces de l'ordre, il est hors de question de pouvoir organiser la réunion de dimanche et tout de suite vous la rendez, vous dites qu'il faut trouver une solution, Bordeaux, Toulouse, Mont-de-Marsan, Tarbes, et finalement on a inversé Dieppe et la Thèse pour finalement courir votre réunion. C'est ça, parce que de toute façon, nous n'avons pas le hall des paris est pris par les bénévoles qui nourrissent les sapeurs-pompiers. Le PC a envahi le parking avec les camions, toute la logistique des camions, des bulldozers, des véhicules de police. Enfin, c'est énorme. C'est vraiment une scène. Ça a été pendant 2 jours une scène de guerre, quoi. Parce que on savait pas si on allait y rester ou pas. Donc, je crois qu'on ne pouvait pas recueillir du public. Parce qu'on n'en avait pas la place. Et deuxièmement, il y a un aspect psychologique qui est important. Vous pouvez pas organiser une manifestation sportive, ludique et festive, alors que vous avez une population qui a été déplacée, 10 000 personnes, alors que vous avez des campings qui ont brûlé, qu'il y a des gens qui ont tout perdu. Vous pouvez pas, si vous voulez, je pense que ça aurait été indécent en pleine effervescence de cet incendie et des dégâts, ça aurait été indécent d'organiser une manifestation. Donc, nous n'en avions ni la possibilité matérielle, ni, à mon avis, la possibilité psychologique. Bon. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on s'est retourné vers... Alors, Bordeaux ne pouvait pas nous accueillir et refait ses pistes. Toulouse ne pouvait pas nous accueillir. Lui aussi profite de la saison où il n'y a pas de cours chez lui pour nous accueillir. Donc, il nous restait Bordeaux. Il nous restait Tarbes. Voilà, qui est une très très belle piste, faut pas l'oublier, qui est une piste qui n'est pas, à mon avis, pas assez utilisée d'ailleurs, piste de 2000 mètres de tour avec un magnifique gazon et en plus une piste plate, une piste avec des virages qui sont très bons. Donc je crois que c'était effectivement la solution pour courir un quintet. Voilà. 21 000 hectares brûlés, on ne l'a pas dit en préambule, d'où la visite du président de la République en Gironde ce mercredi, président avec lequel vous avez eu l'occasion de discuter, notamment d'inviter à un prix du président de la République à Auteuil. Oui, alors si vous voulez, ce qui m'inquiète, c'est que peut-être il ne sait pas qu'il y a un prix du président de la République à Auteuil. On en est rendu à ce point-là ? Ben, je pense que bon, je n'ai pas pu discuter longtemps. Vous avez vu l'interview, l'échange n'a pas duré longtemps. Mais de toute façon, comme je suis quelqu'un de tenace et de pugnace, je lui enverrai une invitation en bonne et due forme pour le prix de le président de la République, en lui expliquant toute l'importance qu'il aurait à venir assister à cette réunion. D'autant qu'il a une petite fibre course, il est amiénois, il va régulièrement en villégiature au Touquet, ces 2 villes possèdent un hippodrome, il y est déjà rendu lui-même, donc il n'y a pas de raison qu'il ne vienne pas un jour à Auteuil à un prix du président de la République. Et pourquoi pas ? En tout cas, il marquerait en tout cas, c'était un petit clin d'œil. C'était un petit clin d'œil que je passais au monde hippique au travers du président. Bon, en tout cas, président, Radio Balance est avec vous. On va se tourner vers l'un de vos entraîneurs, puisqu'il est installé sur votre site, c'est Jacques Pied-Noël. Jacques Pied-Noël, vous disiez, des entraîneurs sont partis, d'autres n'ont pas souhaité le faire. Et Jacques Pied-Noël. Voilà, exactement. Jacques Pied-Noël a fait son choix. Il a fait partie des irréductibles gaulois. Ça caractérise bien le personnage. Et j'ai toujours autant de sympathie pour lui. Moi, je ne suis pas là pour dire aux gens partez. Je ne suis pas la gendarmerie ni la préfecture. Il a fait un choix. Je le respecte. Eh ben, on va entendre son témoignage. Merci, président Le Dantec, et à très vite sur Radio Balance. Merci beaucoup. Au revoir. Jacques Pied-Noël, bonsoir. On vient d'entendre Jacques Le Dantec, le président de la Thèse, qui nous a expliqué comment s'était passé le fait qu'on vide l'hippodrome de ses chevaux. Vous êtes l'un des rares à avoir décidé de rester, sinon le seul. Oui, bien sûr. Mais pourquoi ? Parce que moi j'étais en correspondance avec les pompiers puis la gendarmerie. Et comme moi j'ai des bosses complètement à l'extérieur. Donc j'avais quand même prévu de réserver 2 camions de 10 places
et puis pailler 15 box à Bordeaux, justement, pour si éventuellement la fumée elle arrivait chez moi, je serais parti. Mais moi, j'ai jamais eu de fumée, jamais rien, donc je voyais pas pourquoi j'allais partir. Donc tout s'est bien passé. Est-ce que le Barnum, parce que le président Le Dantec nous expliquait que l'hippodrome était pratiquement devenu une scène de guerre, puisque tous les PC de commandement étaient réunis là. Est-ce que ça vous a gêné dans le travail de vos chevaux? Est-ce que vous avez pu les sortir normalement? Comment s'est passée votre vie quotidienne cette semaine? Non. Alors, pendant 4 jours, ils sont restés au box. Ils sont restés au box, donc il était hors de question de gêner les secours. Mais je vous dis, parce que moi j'ai été voir donc le chef des pompiers. J'ai dit, monsieur, est-ce que ça craint, moi, où je suis? C'est ce qu'il m'a répondu. Non. Il m'a dit, monsieur, il me dit, il y a 2000 pompiers autour de vous, là. Il me dit, si ça brûle chez vous, c'est la test, et il n'y a plus la test. Il m'a dit, vous risquez rien. Voilà. C'est pour ça que je suis resté. Il me dit, vous risquez rien, on est là. Voilà. Ils sont à 200 mètres de chez moi. J'avais 2000 pompiers autour de moi. Vous vous rendez compte? Oui, ils pouvaient rien vous arriver. Dites-moi, Jacques, vous étiez le seul entraîneur à être resté dans le centre? Ouais, tout seul. Avec combien de chevaux? Avec 15 chevaux. Avec 15 chevaux, chapeau bas. Est-ce qu'il y aura des partants cet été qu'on peut suivre de votre entraînement, Jacques? Oh, bah pour l'instant, oui. Moi, j'ai des bons chevaux. Vous pouvez tous les suivre. Hein, ils sont très bien. Surtout les 2 ans. Surtout les 2 ans. Eh ben... J'ai 2 très bons 2 ans. Et puis mes vieux chevaux, ils vont que dans le lourd. Comme ce sont des cartes d'argent, donc ils vont dans le lourd, donc il faut que j'attende la pluie, quoi. Ah ben justement, on aura Guy Pariante en invité. On sera cet été, au mois d'août, on sera aux Ammonites à Deauville. On recevra Guy Pariante. Ce que je voulais souligner, c'est que ils ont fait un drôle de boulot. Hein. Ils ont fait un drôle de boulot. Bon, il y avait un petit peu d'excès parce qu'ils empêchaient de rentrer tout le monde, mais bon. Mais à part ça, ils ont fait un drôle de boulot, les pompiers. Hein. Chapeau. C'est exactement ce que disait le président Le Dantec. Merci Jacques Pénoël de ce petit témoignage. On vous retrouve avec plaisir sur un des hippodromes de France durant tout l'été. Merci Jacques. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon, après avoir fait le point sur la situation à la Teste, ça se calme bien évidemment, mais on a quand même évacué tous les hippodromes. Vous avez entendu le président Le Dantec, vous avez vu... l'irréductible gaulois vous avez entendu cet irréductible gaulois qui est Jacques Pénoël. Nous allons maintenant parler de flambe avec le président de l'association nationale des turfistes, Benjamin Boitez. Bonsoir Benjamin Boitez. Bonsoir Dominique, bonsoir à tous. On va situer un peu le sujet. Pourquoi vous êtes là? Tout simplement parce que les joueurs se plaignent, ils se plaignent des baisses de cotes. On l'a dit, redit, redit, mais on peut le dire jusqu'à la nuit des temps et on s'en excuse. On aimerait bien pouvoir agir auprès de nos auditeurs. Les cotes baissent. Lorsqu'on joue un cheval à 10, on ne touche jamais 10, on touche souvent moins. Moi, je pars du principe que lorsque je joue un cheval, je dois tantôt le toucher à la hausse, tantôt à la baisse, 50-50, et finalement, c'est toujours au détriment des chevaux que je joue gagnants. Les cotes systématiquement sont payées, les rapports sont payés à la baisse par rapport à la dernière cote affichée. Plusieurs explications à cela. Tout d'abord, les grands parieurs internationaux, qui en fait ne sont pas des parieurs, ce ne sont pas des personnes physiques, ce sont des robots qui ont des moyens que le parieur lambda en France ne peut pas utiliser parce que la loi française le lui interdit. Donc cela, le fait de pouvoir jouer 300 opérations à la seconde, bien évidemment, cela impacte les cotes de tous les jeux, d'ailleurs pas seulement celles du jeu simple. Et ensuite, il y a d'autres choses, on en parlera peut-être Benjamin Boitez, il y a d'autres choses qui se passent, c'est que je m'aperçois que malheureusement, lorsqu'il y a des, entre guillemets, affaires de jeu, eh bien, on a l'impression que tout est payé, rien n'est contrôlé, aucune sanction. Encore cette semaine, on a vu à Dieppe une arrivée absolument surprenante, c'est celle du prix Subotica. C'est la 7e course de la Réunion 4 de lundi sur l'hippodrome de Dieppe, où Kembayo, alors Kembayo c'est un drôle de profil, Kembayo n'avait pas gagné depuis 2019, il restait sur une quinzaine de zéros, il s'est imposé à la cote de 5-1. Le jour de sa rentrée, il avait changé d'entraînement pour rejoindre les box d'Adrien Foissier. Il était entraîné précédemment par Mario Boucart en Belgique et il gagne impunément à 5-1 devant Delvini. Delvini, lui, dont l'entraîneur a permis d'entraîner belge, s'était vu signifier son interdiction
de présenter des partants pendant 12 mois. Ce Dalvini, lui, est désormais entraîné par un dénommé Pierre Berthiaud. On voit que les rapports sont absolument tronqués, avec 5 contre 1 pour Ken Bayo, cheval qui n'a plus gagné depuis 3 ans et qui est resté sur 10-0. 5 contre 1. Allez voir ça, c'est la 7e de la Réunion 4 lundi sur les forums de Diète devant Dalvini. Dalvini qui avait fait l'arrivée à 100 contre 1 parce que son jockey, Eddy Verrestraten, avait refusé de faire le tour comme le lui demandait l'ancien entraîneur du cheval. Donc il y a des choses qui se passent, il y a des GPI et puis il y a des affaires de jeu qui s'affichent sur les sites des opérateurs en toute impunité. Vous, votre action, Benjamin Boitez, en tant que président de l'Association nationale des turfistes, c'est de relever justement toutes ces anomalies, et elles sont nombreuses au niveau des rapports qui sont payés aux joueurs. Effectivement, Dominique. Bon, vous avez cité 2 exemples, un exemple sur le cas des GPI. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Je vais parler d'un phénomène plutôt qu'on appelle les GPI et je vais en parler un peu plus en détail. Mais on touche pour le 2e exemple à la régularité des courses, à l'équité envers les parieurs. De toute façon, ce sont des sujets que nous regardons de près. Évidemment, c'est le fondement même de notre association, c'est de défendre les parieurs, les turfistes. Et tout ce qui va de travers sur ces principes-là, c'est un motif de combat pour nous. Donc moi, je voulais vous parler du cas des GPI. Hein. Tu en as parlé, Dominique. On observe ce que nous avons observé depuis plusieurs mois, depuis le début de l'année. C'est comme une recrudescence en fait de ces paris de dernière minute, voire même pour certains parieurs qui peuvent apparaître comme des paris pendant la course, puisque les affichages de cotes dans les dernières secondes, voire même au moment du départ, s'affichent. Je prends un exemple à 11 contre 1, et l'arrivée se faisant, le cheval qui gagne est passé de 11 contre 1 à 7 contre 1 miraculeusement, on ne sait pas pourquoi. Des paris pendant la course, donc toutes ces questions-là, en fait, c'est même pas des questions, c'est le parieur s'estime lésé complètement, et il l'est pour le coup, il l'est complètement. Et ça, c'est un phénomène qui s'est reproduit et qui a une recrudescence de ce phénomène depuis le début de l'année. Et pour nous, c'est clairement une recrudescence des paris de GPI, voilà, qui ont eu dans l'histoire du PMU plusieurs vagues avec des croissances et des décroissances en fonction de la stratégie du PMU. Les paris étaient orientés ou pas orientés. Les GPI savent très bien jouer avec les taxes et les commissions qu'on leur prend sur les différents types de paris. Donc effectivement, ils jouent à tous les types de paris. Mais là, en ce moment, c'est particulièrement le simple qui est touché. On pourrait y voir, Dominique, une stratégie du PMU pour renforcer son chiffre d'affaires suite à la baisse des enjeux de manière générale que l'on observe depuis cette année. Et je pense que c'est un vrai danger. Alors c'est un danger pour les courses, c'est un danger pour le PMU, cette stratégie, mais c'est aussi surtout une injustice totale vis-à-vis des parieurs qui est en train de se créer. Et cette injustice, elle se transformera en abandon des parieurs. Les parieurs vont partir. Et comme vous le savez aussi, Dominique, on a du mal à recruter des nouveaux parieurs, des nouveaux turfistes. C'est un problème général, je dirais, dans notre population de turfistes. Et ce phénomène-là aggrave cette perte finalement de la population des parieurs et va décourager de plus en plus les parieurs à jouer au jeu hippique. Donc, je vous interromps, c'est une fuite en avant pour résumer votre propos. Comme les enjeux de nos parieurs baissent, puisqu'on a, faut bien le dire, on ne recrute plus et surtout on perd des joueurs. Le chiffre d'affaires domestique, lui, baisse également. Et le PMU, pour maintenir son résultat, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait monter en puissance des GPI, ce qui entraîne justement encore un dérèglement des cotes et des rapports payés plus importants, ce qui décourage ceux qui restent, qui ne voient plus qu'une seule solution, celle de partir. Et c'est un effet boule de neige. Voilà, donc il y a deux problèmes, sur le fond et sur la forme finalement avec les GPI. Sur le fond, c'est l'équité entre les parieurs. On le sait très bien, les GPI ne jouent pas à armes égales avec les parieurs, les 99,9% des parieurs en France. Donc on est de toute façon dans un principe d'inéquité entre les parieurs, ce qui est contraire au règlement quelque part du PMU et du pari mutuel. Sur le fond, toujours,
comment juger des sommes très importantes qui sont jouées comme ça au dernier moment par des robots vis-à-vis d'une population de parieurs qui n'a pas du tout les mêmes outils et qui ne jouent pas tout à fait les mêmes sommes et qui viennent spolier quelque part le rapport mutuel du petit parieur qui est quand même l'essentiel du chiffre d'affaires du PMU. Donc tout ça, c'est le fond. Donc ça nuit au jeu, ça nuit au renouvellement des parieurs, ça crée une injustice qui est pour moi le pire des fléaux dans cette histoire. Et sur la forme, on peut pas accepter, les parieurs ne peuvent pas accepter que les cotes qui sont affichées, soi-disant renouvelées toutes les 30 secondes. Alors soi-disant, on aurait des paris qui seraient donnés dans les 30 dernières secondes, mais qui n'apparaissent jamais à l'écran. Faisons en sorte, demandons au PMU d'afficher les cotes, peut-être 30 secondes avant le départ de la course et de les bloquer à ce moment-là pour qu'on intègre les paris des GPI et qu'on voit les vraies baisses de cotes. Qu'on bloque par rapport, parce que on peut éventuellement, mais ça deviendrait illisible, on ne pourrait pas lire les tableaux de cotes. On peut à l'instant T avoir les cotes en instantané. Ça c'est possible, mais ça serait illisible. Voilà, on peut les avoir. Mais ça ne serait pas lisible. Est-ce qu'il serait pas judicieux de bloquer les enjeux des GPI 1 minute avant le départ de la course? On peut les avoir, Dominique, c'est d'autant plus nécessaire qu'on les ait que les GPI les ont. C'est-à-dire que les GPI savent, avec leurs outils, exactement, en temps réel, ce qui est joué chaque seconde par les parieurs français. Donc ils savent analyser ça, c'est des statistiques qu'ils prennent pour leurs algorithmes pour générer les paris derrière. On est vraiment dans une machine complètement inhumaine de jeu. Les GPI, c'est vraiment des robots qui jouent avec des algorithmes hyper précis, qui sont sans cesse améliorés et qui permettent d'avoir une espérance de gain qui est plus importante. Donc ces cotes en temps réel, on peut pas nous dire aujourd'hui, en 2022, on peut pas nous dire c'est pas possible de vous les afficher en temps réel. Il faut trouver des solutions. Il faut faire en sorte que les GPI peut-être bloquent. Ça a été fait à un certain moment par le PMU. On stoppait 2 minutes avant le départ de la course les enjeux des GPI. Bon, ça a été fait pendant quelques temps et puis ça a arrêté. On ne sait plus rien d'ailleurs du PMU. Le PMU ne communique absolument pas depuis le début sur ce qui se passe avec les GPI. Même la Cour des comptes où Jean Arthuis n'arrive pas à rentrer dans le détail de cela, il y a une telle opacité qu'aujourd'hui on ne sait pas vraiment expliquer ce qui se passe. Mais ce qui est sûr, c'est que on ne peut pas continuer comme ça. Les GPI sont un poison qui vont ronger la population des parieurs et qui vont, in fine, entraîner le chiffre d'affaires et le résultat du PMU vers le bas. Donc, c'est une illusion de penser que le GPI peut être une compensation à la baisse des enjeux qu'on observe par ailleurs. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il y a un problème de stratégie et de clarification du PMU, et aussi en termes d'outils sur la forme. Il faut qu'on modifie les choses, il faut qu'on revienne à plus de clarté, il faut qu'il y ait des plafonds des enjeux sur les GPI comme ça existait du temps de Cyril Linette. Il y avait un certain plafond qui était donné pour les GPI selon le type d'enjeu, parce que les prélèvements sont pas les mêmes en fonction du type d'enjeu. Donc ça permettait de réguler en quelque sorte la masse financière qu'apportaient les GPI, parce que plus elle est forte, plus ça fait tomber vers le bas le rapport du PMU. Donc le rapport que touche le parieur est diminué, d'autant que le GPI joue plus. Donc c'est cet effet de spoliation, parce que c'est clairement on ponctionne le rapport PMU du petit parieur pour alimenter la rémunération du GPI. C'est clairement ce qui se passe. Donc on est sur un phénomène de spoliation qui est absolument destructeur. Donc il faut absolument que le PMU nous entende. On a des exemples, on a construit un dossier, on a plusieurs dizaines de courses qui ont été enregistrées avec les cotes au départ, à l'ouverture des stalles, je pourrais dire, ou au lâcher des élastiques pour le trot. Et à l'arrivée sur l'affichage d'Equidia, on voit ces codes PMU en dur qui sont victimes de mouvements très importants à la baisse. Et ça, c'est très clairement le phénomène des GPI. Donc il faut absolument que le PMU nous réponde, et il nous répondra probablement, je l'espère en tout cas, de manière la plus claire possible, et qu'il nous dise ce qu'ils vont faire pour la suite et pour revenir vers un peu plus de justice et d'équité envers les parieurs. Donc je pense qu'il y a plein d'actions possibles, à eux de les mettre en place. Nous, on peut suggérer,
Mais je pense que le PMU va devoir s'expliquer très rapidement sur sa politique, sa stratégie et ce qu'il compte faire. Donc je pense qu'avec le nouveau président qui est arrivé, Emmanuel Malcaz, je pense qu'on va pouvoir se rencontrer assez rapidement au mois de septembre et poser le sujet sur la table et essayer de trouver des solutions qui conviennent aux parieurs. Si ce n'était pas le cas, je le dis très clairement, Dominique, si ce n'était pas le cas, tu as évoqué la police des jeux, mais je pense que s'il y a bien un organisme qui a la visibilité sur ce qui se passe derrière tous les jeux, c'est la police des jeux. Donc, on pourrait très bien, tout à fait, aller voir la police des jeux et en parler également avec eux pour voir quelles actions ils mènent et surtout d'où viennent ces paris. Parce que on parle des GPI, mais on ne sait pas vraiment. On devine que ce sont les GPI parce que les enjeux sont multiples et à la dernière seconde, c'est ce qui est impossible pour un parieur dûment constitué et qui joue avec son téléphone ou qui joue sur le réseau en dur à un guichet ou par son téléphone en SMS, c'est absolument impossible de parier autant au dernier moment, à la dernière seconde. Voilà. 300 et puis transactions par seconde. 300 transactions par seconde. 300 transactions par seconde. Il n'y a pas un parieur français qui est capable de passer 300 paris en une seconde. Comme à la bourse. Comme à la bourse, donc on a un carnet d'ordre et puis ça tombe et ça va très vite. Bon, sauf qu'à la bourse, on est en temps réel et ça s'affiche au dixième de seconde près. Donc là, c'est pas le cas du tout. On en est très très loin. Il faut absolument redonner de la clarté et de la visibilité sur ce qui se passe derrière ça. Je dis que c'est un danger. On est en train de creuser un peu le trou de cette façon-là. Pour moi, c'est absolument pas la bonne stratégie. On atteint les parieurs. 99% des parieurs sont atteints. Et ces 99% des parieurs, s'ils partent, ils ne reviendront plus. Et ça sera au détriment de toute la filière, puisque le résultat du PMU va s'en retrouver affecté, c'est certain. Voilà. Dites-moi, Benjamin, c'est un serpent de mer cette histoire-là, parce que je me souviens lorsque nous enregistrions chez Miguel Blancpain, rue de l'Ancienne Comédie, dans le 6e arrondissement de Paris, donc ça fait à vue de nez 6 ans, on parlait déjà, on ne savait pas que c'était les GPI, mais on sentait qu'il y avait une bidouille au niveau des codes qui n'était pas claire. Depuis ce temps-là, rien n'a changé. Au contraire, la part des GPI dans le résultat du PMU a augmenté. On a l'impression que c'est un mal nécessaire. Est-ce que vous avez l'oreille du PMU sur ce dossier-là ou est-ce qu'on vous évite poliment lorsque vous prenez des rendez-vous pour discuter de ce dossier ? J'ai l'oreille du PMU. Disons que j'ai rencontré Emmanuel Malcaz en début d'année. Juste après le départ de Cyril Linette, donc on était dans une phase de transition, mais en tout cas j'ai été reçu et Emmanuel Malcaz s'est engagé à jouer vraiment la transparence sur tous les sujets qu'on voulait aborder avec eux. Donc ce sujet des GPI a été posé sur la table comme d'autres sujets. Et est-ce qu'elle vous a dit à l'instant vous l'avez vu, est-ce qu'elle vous a dit quelle était la part du PMU, des GPI dans le chiffre d'affaires du PMU ? Non, on l'a pas abordé en détail ce sujet-là parce qu'à cette époque-là, j'avais pas justement ce phénomène, cette recrudescence qu'on peut observer depuis plusieurs mois maintenant, qui s'apparente à un lâcher de bride, si vous voulez, sur les enjeux des GPI. Je pense que Cyril Linette avait mis des mesures de plafonnement justement pour ne pas dépasser certains montants d'enjeux des GPI. Et je pense que quelque chose s'est relâché. Donc c'est un sujet qu'il va falloir aborder, d'autant que maintenant il y a un nouveau président. Donc on va organiser un rendez-vous avec eux à la rentrée septembre et on va aborder très clairement ce sujet-là. Je le disais en préambule, Benjamin, lorsque je joue un cheval dont la dernière cote est de 10 €, une fois je devrais toucher 9, une fois je devrais toucher 11, et là j'ai quand même l'impression que systématiquement tout m'est payé à la baisse. Comment vous expliquez ça ? C'est moi qui me fais des idées ou c'est moi qui ai raison malheureusement ? Ça peut s'expliquer, encore une fois, ça peut s'expliquer par les masses financières qui sont jouées au jeu simple, alors que les GPI étaient plutôt dans le passé intéressés sur des paris complexes. Et je pense qu'on a dû lâcher la bride sur la partie du jeu simple. Ils misent beaucoup plus au jeu simple maintenant. Ils jouent plusieurs chevaux dans la même course. Et du coup, ils diminuent la masse financière à redistribuer. On ponctionne, en fait, pour rémunérer aussi ces GPI, on ponctionne le parieur de son propre rapport. Si on n'avait pas les GPI,
on pourrait mathématiquement avoir 10, 15, 20% de rapport supplémentaire pour le parieur. Autrement dit, quand je passe mon temps à dire que avoir les GPI sur la masse du PMU, c'est comme si on nous faisait les poches, j'ai pas. Bah oui, c'est une belle image, c'est une image qui est juste. On prend dans la poche du parieur de son propre rapport. Lui, il touche un certain rapport qu'il trouve plus bas que ce qu'il espérait. Et en fait, l'explication, elle est liée au fait qu'on ponctionne sa part de retour, finalement. Son taux de retour est diminué par le fait qu'ils ont l'obligation de ponctionner ce retour pour alimenter les GPI dans leur rémunération et dans les bonus qu'on leur reverse. Comprenez? Donc après, il y a des opérateurs qui font l'intermédiaire. On n'est pas en direct avec les GPI et le PMU. Il y a toujours des opérateurs, et c'est ces opérateurs-là qui manipulent quelque part, grâce à leurs bonus et à ce qu'ils reversent aux GPI, ils suralimentent en fait le rapport qui permet à des GPI finalement de miser plusieurs centaines de millions par an. Hein, on était il y a 2-3 ans autour des 800 millions d'euros joués par les GPI sur l'année, donc pas loin de 8% du chiffre d'affaires du PMU. Et sur ces 8% ou 800 millions, on peut dire les GPI sont constamment gagnants. Ils génèrent un résultat. C'est comme s'ils faisaient un placement. Hein. Ils mettent 800 millions et ils touchent 4-5% de rendement. C'est exactement le intéressant, but recherché, c'est le principe du fonds de pension. Voilà, exactement. Sauf qu'on n'investit pas là dans des EHPAD, on investit dans la masse du petit joueur français. Bah écoutez, vous nous tenez au courant de toutes ces actions, Benjamin Boitez, on vous reçoit, vous le savez, régulièrement dans Radio Balance, et je pense que ce sera l'un des sujets chauds et brûlants de la rentrée. Nous sommes d'accord avec ça? Pas de problème, merci Dominique. Et puis, je voulais saluer tous les turfistes de France et de Navarre, et notamment la petite équipe de turfistes de l'ATC, ils se reconnaîtront. Voilà qui est fait. Merci Benjamin, à bientôt. Merci Dominique, à bientôt. Ciao. Au revoir. Marre de parier sans jamais être récompensé? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Allez, bonjour, eh bien, nous allons retrouver les trotteurs avec Alexandre de Koopman. Salut Alex. Bonjour Dominique, bonjour tout le monde. On s'abonne chez vous sur Deux Coups de Tuyau sur Facebook. Jérémy Lévy, Gigi Turf. Salut Jérémy. Salut Dominique, bonsoir à toutes et à tous. Bon, alors que l'on a mis les galopeurs au pain noir, on sauve l'honneur avec les trotteurs, avec une réunion tout à fait convenable sur les programmes d'Anguin ce samedi, avec notamment le Z5, le prix de la Porte de Montmartre, parcours traditionnel à Anguin, 2150 mètres. Course assez délicate à appréhender, Alexandre de Koopman. Oui, après je pense qu'il y a 3-4 candidatures qui sortent un peu du lot. Il y a forcément Fashion Touch, le numéro 6, dont Jérémy va nous parler peut-être un peu plus longuement. J'aime bien le 3 Formy, qui vient de faire vraiment une promenade de santé là sur l'hippodrome de Vichy, qui peut aller devant et qui peut aller loin comme ça. Attention, 11 Fidèle Royal, s'il était sage, il peut tout à fait remporter une course comme celle-là. Et j'aime bien également le 4, là, c'est une Pearl of Love, qui revient sur un parcours de vitesse qui va lui plaire. Voilà, pour moi, c'est les 4 qui se détachent au papier. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Fashion Touch, mon cher Jérémy Lévy? Bah écoutez, qu'elle nous fait très plaisir cette année, qu'on l'a fait soigner en début d'année et que depuis elle nous le rend très très bien, puisqu'elle a pas revu un veto. Elle est allée changer les idées du côté d'Agon sur l'herbe dernièrement, elle a gagné vraiment de toute une classe. On voulait éviter les grosses chaleurs du côté d'Anguin. Là on est obligé de les affronter vu la belle course que c'est, mais elle va se plaire 2100, on peut pas la déférer des 4 pieds sur le dur tout de suite, donc elle sera plaquée des 4 pieds, mais elle a déjà très bien fait dans cette configuration. Après, faut quand même avoir un parcours correct. C'est mieux d'avoir un dos avec elle et de pouvoir faire 600-700 mètres, voire même que la ligne droite à Anguin, ça peut suffire. On a des grosses ambitions. La jument est restée très bien. On serait quand même très déçu de ne pas être dans les 3. J'aime beaucoup le numéro 4, Fine Pearl of Love, le 3 Formy, pour les raisons qu'a évoqué Alex. Moi, il y en a une que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment son prix d'Amérique. C'est le numéro 2, Erolina, qui doit courir caché, mais qui se plaît sur 2100 et qui va se plaire à Anguin. Donc je la retiendrai très haut. J'aime bien également Evita Madrid, le numéro 7. C'est la plus rapide sur le parcours. Ouais, en plus elle vaut beaucoup mieux que Nelindic ses dernières tentatives. Elle démarre assez vite, elle est bien sur 2100. Donc voilà, et pour une surprise, attention au numéro 9, Inspector Bross, qui vient de très bien courir à Volvega. Et il n'a pas été chanceux.
Donc ça s'est transformé en petite course de préparation au final, alors que c'était pas prévu comme ça à mon avis, et je m'en méfie pour une surprise. J'ai pas eu la place de garder le numéro 15 à Vergnight, mais c'est pas l'envie qui m'en a manqué. Eh ben voilà qui est noté. On va dérouler ce programme d'Anguien avec la première course de 2 ans. C'est la course des pouliches, le prix de la Porte des Lilas, la première. 10 au départ. Vous avez regardé un peu les origines, Alexandre? J'ai regardé les origines, j'ai regardé les qualifications, et quand j'ai regardé les batteries de qualification, j'ai forcément porté mon dévolu sur le 6, la Kachina de Simla à l'air. Voilà, j'ai regardé son autre qualif, ils ont assuré en début de course, et après le dernier kilomètre était vraiment très bon, elle a gagné son lot très très plaisamment. Voilà, pour moi ça a été vraiment la meilleure impression que j'ai vue. Et derrière, j'aime bien le 3, c'est Kerry Love, là, Dubois, Jean-Pierre Dubois, il se met au sulky, c'est que la 5e fois de l'année en France. Donc je m'en méfie, j'ai trouvé qu'elle a pas mal fini pour ses débuts, mais je pense que là, elle a l'air un peu au-dessus du lot. Là, elle est au-dessus du lot, c'est votre avis, Jérémy? Moi, j'ai regardé aussi les qualifs et j'ai pris les derniers kilomètres, et même s'il y en a quelques-unes qui se tiennent d'assez près en termes d'impression visuelle, Kachina Team est vraiment la meilleure valeur du lot à mon avis. C'est la pouliche la plus perfectible, elle a un très beau physique et je pense qu'elle est amenée à gagner d'entrée de jeu. Pour une cote, attention, numéro 8, Caipirinha, ne m'a pas déplu dans le lot de qualif de la Soulois qui est drivé Franck Nivard dans cette course, une Érythrée. Et je trouve que Caipirinha faisait au moins aussi bonne impression que la Soulois, donc il y aura une très très grosse cote vu l'entourage que c'est. Mais attention pour une petite surprise au Z4. On fera attention à Capirina, ce qui va plaire à Guillaume Coves. La deuxième, c'est toujours des pouliches, mais elles sont âgées de 3 ans. C'est le prix Notre-Dame. On reste sur 2150 mètres. Alexandre. Ouais, je pense qu'il va y avoir un petit match entre le 8, un joli cocktail qui est toujours invaincu en 3 sorties, et le 2, joli Stargel, qui n'a pas manqué ses débuts sur la férule de Mathieu Abrivard. Elle a affronté les mâles, même s'il a bénéficié de la victoire sur tapis vert. Je trouvais que le style était là, donc voilà, j'attends un match entre ces deux-là, 8 et 2. Jérémy. Ouais, moi je rajouterais joli Coty pour les places, et Ramla de Fonte, le numéro 5, qui m'a bien plu la dernière fois et qui avait fait un super échauffement et qui l'a confirmé en piste. Donc en plus des deux d'Alex, je rajouterais le 5. Ouais, je suis d'accord avec toi, elle a vraiment fait un truc la dernière fois, et ouais, c'est pas mal du tout. On va sur la 3e avec une course autre-montée pour des 4 ans. 11 au départ, Alex. Ouais, je rachète quand même le 10, qui a été jugé digne de participer au président. Elle avait bien gagné sur cette piste d'Anguin. Après, c'est une pouliche un peu spéciale, donc ce sera probablement tout ou rien. Le 4, Ivanovska, elle a beaucoup de vitesse, elle est des 4 premières fois. Attention, elle peut également faire une bonne performance. Jérém. Ouais, pareil, exactement pareil. In Love de Blary, c'est la jument de la course, surtout sur cette distance. Si elle est sage, elle va être très difficile à battre. La 4e, c'est le prix de l'Esplanade. Belle course pour des pouliches de 4 ans, Alex. Ouais, je suis parti sur les 2 plus riches, le 12 Icône Madrid et le 11 XL Bleu, qui restent tous deux sur une victoire dans le temple du trot. XL Bleu qui progresse actuellement. Icône Madrid, le chrono était bon la dernière fois. Voilà, après derrière, il n'y en a pas beaucoup qui me séduisent au papier. Jérémy. J'ai une petite trouvaille dans cette course, j'aime beaucoup le 403. Irmila du Sommer, qui m'est beaucoup plu l'avant-dernière fois en étant pieds nus, qui est capable de tout faire, c'est un avantage dans ce genre d'épreuve. Je pense qu'elle est capable de jouer un tout premier rôle à belle cote. On note le 403. La 6e, c'est le prix des 15-20 de 5 ans, un lot qui tient parfaitement la route, Alex. Ouais, moi je reste sur le 8 Orsi Dream, qui rattrape le temps perdu depuis déjà plusieurs semaines. Je pense qu'il n'a pas fini de faire parler de lui. Il sera déféré des postérieurs cette fois. Non, je vois rien contre lui. Jérémy. Entièrement d'accord pour Orsi Dream, qui s'il reste sage est un coup franc bien placé pour son partenaire. Avec qui je l'associe au jumelé? Parce qu'on a le choix de Ling à l'Avry. Ouais, il n'y a pas grand-chose qui m'emballe pour le coup. Voilà, ouais, après c'est vrai que c'est un peu les mêmes que la dernière fois. Le 6 Sold Up Dream, le 11 Ostrovontier. Voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent au niveau outsider peut-être. Le prix de Milan, c'est une belle course, une course européenne, un groupe 3
avec quelques-uns des meilleurs du moment, sinon les meilleurs du moment, sur la distance de 2150 mètres, et notamment je parle d'Isoar Vedake et d'Italiano Vero. Alex? Oui, le 2 Iso Arvedake sera le grandissime favori. C'est pas un grand spécialiste de la vitesse, mais on l'avait vu, je crois qu'il a couru qu'une fois dans la voiture. C'était d'ailleurs sur cette piste d'Anguin. Il s'était promené l'année dernière dans le Prix de Berlin. Il n'a pas son traditionnel adversaire, il est au tiers sur sa route, donc je pense que il devrait confirmer une nouvelle victoire. Derrière, ça peut être ouvert. On rachètera là Italiano Vero quand même. Je me méfie beaucoup, moi, du Mathieu Abrivard, là, le 10 Condor Pazagar, qui vient d'arriver dans ses box. Il fait une rentrée. Mais il est allégé pour la première fois dans sa ferrure et je trouve que c'est pas mal du tout. Je serais pas surpris qu'il venait à prendre une 3-4e place à Bellecote dans cette épreuve. Forcément, on fera confiance aux 3 Invictus Madiba, qui est vraiment au sommet de son art actuellement. Avec Adrien Lamy, c'est un Z5 cette course. Vous avez quelque chose à redire, Jérémy? Ouais, moi je vais peut-être tenter de jouer contre Iso Arvedake en jeu simple, parce que 2100 c'est pas forcément son sport, même s'il y a à Onguin c'est un faux 2100 vu qu'il faut de la tenue. Mais j'aime énormément sur la courte distance Invictus Madiba, le numéro 3. Il peut être caché et ramené jusqu'à l'entrée de la ligne droite. 2100 en piste plate, attention, vraiment attention à lui. La 8e, le prix du Palais Bourbon, c'est un prix de série pour des chevaux de 6 et 7 ans. Ils sont 11 au départ sur la distance avec un rendement pour les 6 plus gros numéros. Qu'est-ce qu'on joue, Alexandre? Moi, j'ai un gros faible pour un cheval depuis longtemps. C'est le 10 Game du Poncelet. Il n'a pas été des 4 depuis le mois de janvier. Il revient progressivement à son meilleur niveau. Alors après, je sais pas si on peut battre Grit of Madrid qui adore Anguin. Je crois qu'il est jamais sorti les 2 premiers sur cette piste-là. Il va falloir aller le cogner, mais ça peut se tenter pour le contre. Et voilà, si vous cherchez un outsider pour une place, Garlic Breed qui vient de renouer un petit peu avec ses bonnes prestations, il peut... le 3 pour être 3-4. Jérémy? Ouais, je vais vous donner aussi un petit outsider pour les places. C'est Gagnant de Brickville, le numéro 2, qui, je trouve qu'il a franchi un cap ces derniers temps. Et la dernière fois, il a été ultra malchanceux à Pornichet. Après, il va être court pour gagner, mais il a le droit de très bien faire pour les places. Je pense que Great of Madrid, c'est le cheval de l'autre. On finit sur un Z5, c'est le prix Henri Kravoisier. Alors, course extrêmement compliquée. On a de très très bons poulains, très bons poulains et pouliches âgés de 3 ans. C'est un groupe 3 à l'attelé. C'est franchement une belle course. Ouais, est-ce qu'on pourrait tenter éventuellement de jouer le numéro 2 de Zach, qui est plaqué totalement pour la première fois, qui a vraiment apprécié le mile. Donc c'est sûr que c'est une très belle chance. Après, forcément, on rachètera l'As Jazzy Perrine. Ça s'est mal passé dans l'Albertville, elle a eu la mauvaise course. On la rachète. Après, on aura le 5 Jean Cassomoli, qui est vraiment irréprochable depuis le début de sa carrière. J'ai pas eu l'occasion de voir les vidéos du Smorgon en Italie, mais bon, il était venu à Vincennes, on n'avait pas vu non plus grand chose, on salue Marco. Qu'elle avait fait la faute rapidement, donc moi je tenterais peut-être de jouer le 2 de Zach. Le 2 de Zach. Jérémy? Moi, je n'ai pas assez bien étudié cette course et je vais passer mon tour, il y a trop d'inconnus, je vais regarder les hits surtout. Qui a regardé du côté de chez vous la réunion de Saint-Galmier? J'ai regardé un peu Saint-Galmier. Alors dites-moi. Moi, vous n'avez pas regardé Jérémy? Alors dites-moi ce que vous avez noté, Alexandre. J'ai noté donc dans la première le 109 Géant Sartois qui est vraiment au sommet de son art, avec le 12 Eurasien Diem qui s'est promené pour sa première course de l'année, déféré des 4 pieds en dernier lieu. Dans la troisième, je pense qu'on peut partir sur un petit couplet avec le 2 Gondor et le 3 Gerscheven qui est arrivé chez les Terry et qui a rassuré en partie la dernière fois. J'aime bien dans le 406, c'est Yago Rose qui sera déféré des 4 pieds à nouveau et confié à David Becker pour l'occasion. Je pense qu'il avait le choix des drifts dans la course et qu'il a porté son dévolu sur lui. Enfin, dans la dernière, le 811 Helium de Liton, qui a été acheté 50 000 € il n'y a pas longtemps. Ça s'est mal passé pour la première sortie, sous les nouvelles couleurs. Mais je pense qu'il a largement la pointure d'un tel lot. Il revient corde à droite. Ce n'est que mieux pour lui. Il devrait reprendre le chemin de la victoire. On a 2 réunions au trot dimanche, Feur et hier. Qui a regardé Feur? Qui a regardé hier? J'ai un cheval à donner à Feur et j'ai un cheval à donner à hier. Alors on vous écoute tout de suite et on vous rend à vos obligations, Jérémy.
Le 207 Firos du côté de Feur qui doit gagner cette course à mon avis avec le jeune Andrea Roussel. J'ai repéré un cheval hier dans la première épreuve du programme, le numéro 10, Emblème Orange, qui a fait une très belle course de préparation, qui sera léger dans sa ferrure et qui doit gagner cette course à mon avis. Jérémy, on vous remercie et on les jouera en pensant à vous. Merci beaucoup. Bonnes émissions, Jérémy. On vous suit bien évidemment sur Gigiteur, sur Equidia et sur Ici on Paris. On reste avec vous pour Feur et hier. Vous avez vu quoi, mon cher Alexandre? Écoutez, à Feur, j'en avais un aussi, ça tombe bien, c'était Firos, le 207 comme Jérémy. Voilà. Hier, Jérémy, je suis d'accord avec lui pour le 110 Emblème Orange. Hein. Voilà, les Guelpas sont en grande forme actuellement. La dernière fois, c'était bien. Là, il est allégé dans la serrure, donc ça peut être un très beau coup à faire. Je lui oppose le 8 Epico Blue qui est dans son jardin hier, le 5 Darkside qui adore cette piste. On peut reprendre également le 2 Fino du Luo. Dans la deuxième course, attention, un autre pensionnaire de Junior Guelpa, le 3 Fimo Costar, hein, qui vaut mieux que ce qu'il vient de montrer. Je pense que ça, je peux remettre les pendules à l'heure. Pour les couplets, vous pouvez lui associer l'âge Billy Verdel, là, le 10 Félan Beaumont, ou encore le 7 Victor des Romains. Dans la troisième, ce sera un peu tout ou rien avec le 7 Inano Débroué. Attention au 8 Hermès de Marzé, c'était très bien la dernière fois avec Kyle. La cinquième, c'est compliqué. La sixième également. La septième, attention à la Jamba d'Orville qui a joué de malchance en dernier lieu avec Kyle. Elle s'est retrouvée complètement bloquée au début de la ligne droite. Je pense qu'on peut la racheter. Et la course montée, la huitième, ça paraît limpide. Le 3 Filou des Obos qui enchaîne les victoires sur cette piste. Attention au 5 Fijek Colmy, hein, qui devançait Get Lovely de l'eau au printemps. Si vous jugez sur cette ligne-là, je pense que c'est très bien. Eh ben voilà qui est dit. Vous avez une actualité sur les pistes cette semaine, Alexandre? Fin de semaine, il y aura des trucs pas mal. J'aurai notamment Express de Liton qui va courir le prix de Ramptor du Valais à Cagnes. Je crois que c'est mercredi. En fin de semaine, j'aurai Eregon Juppy à Aix-les-Bains. C'est une bonne chance également. Voilà. Après, on a quelques petites actualités qui vont suivre. On a été malheureux avec Duc du Lupin là pour sa première tentative chez nous à Cagnes, mais on va peut-être aller sur le Trophée Vert Aix-les-Bains. Ce sera début août. Jérémy, vous avez des partants cette semaine? Non, pas grand-chose. Rien à venir à part Fashion Safe demain, donc à Angers. Eh ben, on vous retrouve la semaine prochaine avec le plus grand plaisir, messieurs. Portez-vous bien d'ici là. Ciao, ciao. Ciao. Chers amis, j'ai l'honneur, la chance de vous retrouver dans Radio Balance aujourd'hui. À Radio Balance où les galopeurs ne seront pas nécessairement mis beaucoup en avant ce week-end, puisque certes, il y a quelques réunions, mais pas vraiment de réunions en point d'orgue, plutôt des courses dites alimentaires. Bien évidemment, le meeting de Deauville pointant le bout de son nez sous une dizaine de jours. Bien évidemment, les moments forts sont à venir. Et là, c'est vraiment, on expédie des affaires courantes, entre guillemets. Samedi, on a Châteaubriand, tout d'abord. Châteaubriand, de la première, nous avons un lot de poulains correct. J'aime bien la Swing for Me, le 3 Nonachika. Ça me paraît être les deux priorités de la course. La deuxième course, une course à condition sur un tracé de vitesse. J'aime bien le 4 Big Freeze qui certes a un petit peu déclinant en valeur, mais un cheval qui a quand même eu d'autres ambitions il n'y a pas si longtemps et qui court mieux que l'indique ses résultats ces derniers temps. Donc le 4 Big Freeze et pourquoi pas le 3 Noël pour ces nouvelles couleurs. 4-3 avec le 7 Iris James. La troisième course, c'est une course de 3 ans, il y a un peu du pic et du carreau. Sur la fois de sa course de début, le 303 Snow Tempest me semble plutôt bien engagé ici et à surveiller de près. Quatrième course, une course à condition, où le 6 Marastar me paraît bien engagé, à ma préférence, malgré ce numéro 7 sur 7 dans les boîtes, qui est évidemment pas avantageux sur ce tracé où on tourne régulièrement. La cinquième course est un handicap dans lequel l'As Cap San Roman paraît plutôt bien engagé et s'annonce très compétitif. Je ne vois pas Nicolas Clément faire les placements à des fins exclusivement touristiques. À Châteaubriand, la sixième course est une course dans handicap en obstacle. C'est une course où j'aime bien le numéro 9 Rial sur la foi de sa récente victoire. Cheval qui alterne les deux disciplines avec un certain bonheur. On finit par une course à condition pour les 3 ans en haie,
où là encore, on finit. Il sera qu'à 8 courses. La 7e course, donc c'est une course à condition pour 3 ans où je l'en connais assez peu, donc je vais pas vous vendre du rêve alors que je n'y connais pas grand chose, du moins je ne connais pas tous les inédits. Donc bref, c'est une course qu'il va falloir plutôt regarder qu'une course très appétante pour le flambe. Et la dernière course est une course assez peu relevée sur les obstacles là aussi, où ce sera un peu à chacun les siens. Moi j'aime bien le 5 Dev East, mais ça va pas me coûter très cher au guichet. Ensuite on basculera toujours ce samedi, on basculera à Clairefontaine. Une réunion là aussi pas si facile. Le 101 Everwin a fait forte impression en débutant, on le retrouve avec grand plaisir. Face aux 2 Ponty qui a vaincu pour ses débuts et qui a depuis changé de Kazakh, qui va traîner la Kazakh d'Hugo et Pierre Pilarski ici. Donc à ces deux poulains très estimés, même si j'aime beaucoup le 4 Blue Rose Seine, qui peut tout à fait, selon moi, arbitrer ce duel. La deuxième course, une course à réclamer, dans laquelle le 201 Hollywood Africans paraît plutôt agréablement bien engagé. Le 4 en lockdown, récent lauréat sur ce parcours, paraît lui aussi à redouter en priorité. La troisième course au prix Perrault, une course pour chevaux pour 3 ans de tenue. Le 306 Sweet Thing vient de prouver sa compétitivité dans un tel contexte et doit pouvoir confirmer, comme le 4 Bob Labidouille auquel il est difficile de reprocher quoi que ce soit, comme le 7 Lamiana qui a été, après une course de rentrée, très convaincante dernièrement. La 4e course, je pense qu'il faut reprendre l'As Nuit de Feu qui n'a pas fait du tout sa course dernièrement. Maintenant, je sais que le 3 Crin Noir est un cheval estimé par notre ami Romain de Rennes-Deleuze, et le 4 Sarel effectue une rentrée attendue, donc c'est une course dans laquelle il y a pas mal de chevaux estimés. Le 8 Sansabé me paraît aussi à surveiller. Bref, une course assez ouverte avec des chevaux assez estimés malgré la longue distance. Ce sont des chevaux quand même un peu de potentiel. Ce sont des chevaux qui pour moi sont à suivre à un bon niveau. Ça peut être notamment des chevaux de quintet. La 5e course sur 1400 mètres, une course à réclamer, dans laquelle une course à réclamer pour 2 ans, bien évidemment, avec des chevaux pas nécessairement très très doués, mais il y aura un premier, à nous de le trouver. Pourquoi pas le 5 Aiguille, ou pourquoi pas non plus le 8 Looks of Fine, qui a fait prendre un peu de caractère dernièrement, mais qui peut, sous 54 kg, brouiller les cartes ici, comme le 6 Light, qui a eu d'autres ambitions. Là, après, désormais, on arrive dans les petits handicaps, où ça va vraiment être une question de parcours. Va pas falloir non plus beaucoup s'énerver au flambeau dans ces courses-là, puisque ce sera vraiment une question de parcours. Est-ce qu'il va falloir venir dedans ou en dehors? Là, cette heure-ci, on ne sait pas du tout. Donc, il faut vraiment être très opportuniste et inspiré. Le 615, Pietra Serena offre des garanties à condition son numéro 2 dans les boîtes ne soit pas rédhibitoire. Si on vient tout en dehors, ce sera évidemment plus compliqué que ce numéro-là. Le 706 Katusha est pour moi là aussi une belle chance. Là, on a tiré le 12, donc il faudra plutôt venir en dehors. J'aime bien aussi le 8 Black Cess, comme le 9, le 8 Black Cess et comme le 9 Boltwin. On bascule dans la 8e, dans laquelle j'aime bien le 4 Plenty qui a une belle chance à défendre, comme le 9 Tracy qui serait maladroit et périlleux de condamner hâtivement. Nous avons basculé pour samedi, nous allons maintenant partir à Dieppe dimanche, qui sera la réunion du quintet. Un quintet qui aurait dû avoir lieu lundi, mais suite aux péripéties d'Estérine, où hélas il y a eu un incendie très fort qui a vraiment tout basculé, et heureusement sans mal humain pour le moment. Donc alors, le quintet de Dieppe est un quintet sur le 2400 mètres, un quintet pas très relevé à mes yeux. Le favori sera logiquement le 14 Combermer, qui s'annonce particulièrement redoutable ici. Il offre beaucoup de garanties, c'est un bon point d'appui. Je reprendrai le 7 Just Light, qui avait fait forte impression dans l'avant-dernière sortie. Le 6 Sri Fanelo Green, un choix que j'aime bien aussi, l'entraînement au doigt qui s'est mis en exergue à Vichy dernièrement. Donc 14 7-6, ça me paraît plutôt bien. Et d'ailleurs, on peut mettre le 2 Sam et l'As ou Titi. Voilà mes 5 chevaux, mon quintet de tête. La réunion, quelle est-elle? Bon, la première, c'est une course de débutants, donc je ne les connais pas tous pour le moment.
Je me méfierais du 9 Kubrick et j'ai un bon bruit sur le 3 Nevado. Marcus Nigueux en dit plus grand bien. Je vous invite d'ailleurs à lire ses déclarations dans Paris Turf. La troisième course, c'est la même chose pour les femelles. L'entraînement de Noirf court peu et à bon escient. Une Oasis Dream et par Bohemian Dance. Le 307 Label Bohème me paraît doit être surveillé d'entrée de jeu à mes yeux. Je pense qu'elle peut bien faire d'emblée. Le 12 Niala, entraînement Jean-Claude Rouget, me paraît aussi à surveiller d'emblée. Quatrième course, une course de 3 ans débutant. Bref, des chevaux extrêmement tardifs. Le 10 Ratmore paraît offrir pas mal de garanties au vu de l'habileté de son entraîneur et de ses belles origines. Maintenant, j'ai aucune garantie à ce sujet. Le 501 Arrogante me paraît bien engagé ici. S'il n'est pas pris de vitesse sur ce tracé très coulant, il semble très compétitif dans un lot comme celui-ci, un lot particulièrement moyen, dirons-nous, pour rester poli. Le 602 Chatterton vient d'ouvrir son palmarès et peut pourquoi pas doubler la mise ici. Un poulain en progrès comme le 6 Champions League qui cherche son jour. La 7ème, le 2 Anecdotique, si la piste n'est pas trop légère pour ses aptitudes, s'annonce là aussi très compétitif. J'aime bien aussi le 7 Manx pour une cote. La 8ème, une course de 2 ans, premier handicap de 2 ans. Le 2 Optimal est pour moi un poulain qui a du potentiel. Maintenant, on s'en met un petit peu court à mes yeux pour lui. Voilà pourquoi on peut peut-être lui préférer des chevaux peut-être plus spéculatifs, comme pourquoi pas le 7 Salazar, très bien placé au poids, très bien placé, qui aura très peu de poids à porter ici, qui peut pourquoi pas faire afficher une cote. Voilà, c'était un plaisir de passer un moment avec vous samedi dimanche, donc c'est pas particulièrement excitant pour le flambeau, je n'ai pas vraiment de fulgurance. Je pense qu'on sera beaucoup mieux le week-end prochain avec Deauville. Deauville qu'on est impatient de retrouver. Merci d'avoir écouté ce numéro de Radio Balance. On remercie tous ceux qui ont permis la production et la réalisation de ce programme. On commence avec notre réalisateur Aimé Kadakana. On remercie Cédric Philippe de Paris Turf, Alexandre de Koopman et Jérémy Lévy, ainsi que nos invités, Benjamin Boistez, président de l'Association nationale des turfistes. Vous pouvez vous abonner à la page Facebook de cette association fort utile. On remercie également Jacques Le Dantec, président de la société de course de la Teste de Buche, mais également président de l'association des permis d'entraîner, ainsi que l'entraîneur Jacques Pied-Noël, dont j'ai retenu qu'il fallait jouer tous ces 2 ans, car il a du matériel dans ses écuries. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Radio Balance. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste. C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 € de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr.